parler des différents matériaux ce soir. Aujourd'hui, on a énormément de blocs mis à notre disposition. On peut avoir des blocs d'IMAX ou alors de la lucite ou alors des céramiques feldspathiques qui vont vous permettre du coup d'usiner dans des usineuses humides. Bloc d'Empress Multi, ça va vous parler un peu plus pour vous, tous les amis dentistes. Et par exemple, les blocs de feldspathique, ça va être de la Mark II ou de la Trilux Forte. Voilà. Donc, c'est un peu le terme technique. Comme par exemple, pour l'IMAX, c'est du disilicate de lithium. Et c'est le nom voilà, du composant. D'ailleurs, petite anecdote, l'IMAX, au début, c'est violet. Et ensuite, après cristallisation, passe à la teinte indiquée sur le bloc. C'est étonnant parce qu'au début, nous, on n'est pas prothésiste, hein, on est sorti de la fac, on connaissait pas la zircone et la première fois que j'ai vu de la zircone, moi, j'ai vu des disques blancs comme ça. Je me suis dit, c'est quoi ça? Ils se sont trompés. Ah bah, c'est des disques zircone que vous pouvez usiner par contre dans des usineuses à sec. Donc, c'est vrai qu'au début, bah, c'est blanc. Ça ressemble un peu à de la craie, à du plâtre. C'est très fragile. Et une fois que vous le passez en synthétisation, bah, ça va vous donner la teinte appropriée, la teinte indiquée sur le disque. Donc, c'est pour ça qu'il y a des Ouais. disques Mais avec des teintes dessus. voilà, exactement. Mais c'est multicouche. Donc, ça va vous donner ce dégradé, du coup, en translucidité, mais aussi en résistance. Ouais, c'est les nouveaux disques en fait qui sortent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la zircone, c'est très moche. Euh, Bah, quand, moi, je vais vous quand montrer des cas où c'est magnifique, hein. Voilà, on parle à des copains qui disent la zircone, tu mets de la zircone, mais c'est horrible. Mais en fait, aujourd'hui, ça a changé. C'est plus celle d'il y a 15 ans. Et aujourd'hui, elle est C'est une multi-layer. machine que j'ai, moi, au laboratoire. C'est une usineuse humide. Donc, c'est très simple à utiliser. Vous allez mettre le bloc, vous allez choisir votre fichier STM, vous allez voir la simulation. Une fois la simulation validée, vous pouvez lancer en usinage. Donc, il y aura des fraises sélectionnées qui vont venir ensuite, du coup, meuler, comme vous pouvez le constater, le bloc. Et ça, tu vois, c'est des trucs que, par exemple, Christian qui fait du CEREC depuis plus de 20 ans, je pense, bah, c'est exactement le même système. Sauf qu'aujourd'hui, il y a d'autres machines qui font plusieurs blocs en même temps. Il y a des CEREC qui ont évolué. Et en fait, c'est l'évolution des CEREC. Voilà. Bah, une fois terminé, bah, vous pouvez récupérer votre prothèse. Donc, vous pouvez voir que c'est soutenu par une tige. Euh, donc, d'où l'importance du positionnement de la tige. Normalement, c'est mieux de le poser en vestibulaire ou en palatin. Ouais, à cause des points de À contact. cause des points de contact, exactement. Parce que cette Sauf tige, si vous avez pas. ah oui, si on n'a pas de quoi poser le Voilà, support. exactement. Et c'est en ça que quand on parlera d'impression, on verra la différence parce qu'aujourd'hui, avec les imprimantes, on peut mettre les supports sur les faces occlusales. Et donc, c'est assez intéressant. Là, c'est un cas justement d'IMAX. Là, c'est la conception et vous allez voir du coup, la finition. En maquillage, on fait des trucs très jolis. On peut même ne plus savoir si c'est stratifié ou maquillé. Donc, c'est un petit travail à faire. Si vous êtes passionné, vous pouvez le faire vous-même au cabinet. Voilà. Sinon, vous avez, à part les blocs, vous avez aussi des disques. Donc, des disques zircone ou PMMA. C'est le même principe. C'est pareil. Vous mettez le disque à l'intérieur de votre machine. Ça va usiner grâce à des fraises sélectionnées. Et c'est pareil. Une fois terminé, vous pouvez récupérer votre boulot là. Il y a quelques notions à connaître. Il y avait comme 4 axes ou 5 axes. En général, pour les disques, c'est des 5 axes. Et là, c'est une usineuse à chargeur, donc qui va bosser et enchaîner les disques. Et c'est très pratique, justement. C'est pratique parce que moi, par exemple, quand j'ai un tas de boulot, bah, ça m'arrange de lancer ça le soir et de récupérer mes boulots le matin. Donc le matin, tu arrives et tu as ton PMMA qui est prêt. Tu as ta zircone A1, A2, tes galettes de fibres aussi qui sont prêtes. Et après, donc. Bah, celle-ci, elle fait humide aussi, donc c'est pareil. Vous pouvez même mettre des blocs à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Ici, il faudrait savoir aussi que, par exemple, la zircone, si vous faites des full arches, vous pouvez voir une barre, je ne sais pas si on peut voir peut-être la souris. Ouais, vous voyez que sur le grand bridge, il y a une petite barre de soutien. La zircone, lorsqu'elle est usinée, elle est, donc, une fois qu'elle passe en synthétisation,
elle va se rétracter. Donc, ça va stabiliser Ouais, sur les grandes portées, il votre vaut mieux bridge. mettre une barre. Oui. Et c'est à peu près 25% de rétraction après cuisson. Indispensable. Ouais. Et on voit bien ici, par exemple, sur ce four-là, qui est un four ultra rapide, qui fait une synthérisation en 18 minutes. Vous pouvez voir en haut à gauche la zircone qu'on appelle la zircone crue avant la cuisson. Et à droite, bah, vous voyez qu'on a différentes couleurs. Donc quand c'est blanc, bah, on ne voit pas du tout la teinte que c'est, mais après cuisson, vous voyez la couleur que c'est. Mhm. Et vous voyez que c'est souvent dégradé. Voilà le résultat d'un bridge en zircone brut. Là, on voit le résultat un peu, cet effet translucide. Et on voit qu'il y a encore la barre qui Il est y a encore la solidarisée barre. pour Donc, bien l'instant. sûr, il faudra En fait, l'enlever. je m'en rappelle la première fois, je mets la barre et tout, et en fait, je la coupe. Et en fait, je me retrouve, tu sais, je la coupe avant la syntérisation. Donc, tu vois, aucun intérêt. Bah, moi, je t'avoue que j'en fais plus trop des supports comme ça. Je sais pas. J'ai l'impression que ça tire un peu sur le bridge. Je sais pas. Enfin, c'est une impression, hein. Ah, tu mets plus de barre de renfort, toi. Non, Carrément. Tu syntérises peut-être très lentement, non? Tu c'est syntérises ça. Ah ouais, je fais Ah bah, 2 degrés, monter à 2 degrés. nous, c'est après maquillage. très Là, maquillage. vous pouvez mettre aussi de la céramique pour faire la polychromie. Donc, si vous avez besoin. D'ailleurs, ça vous donne juste le slide d'après, ça va vous donner une demi en plus. Euh, Donc ça, c'est juste de la C'est des zircone outils. multilayer maquillée Exactement. avec de la fausse gencive. Tout à fait. Là, c'est du PMMA. On a un petit peu tendance à un petit peu confondre avec du définitif parce que bah, c'est très esthétique, c'est très beau. On va aussi avoir des matériaux type HIPC, composite chargé en céramique. Donc, voici le résultat en plus aussi. Vous pouvez aussi usiner des complets amovibles. Donc, vous allez voir dans un cas là, on usine les deux parties Ouais, vous allez avec des avoir disques. besoin de deux disques différents. Justement, le côté droit, en gros, c'est pour usiner la base et pour usiner les dents juste à côté. Donc voilà, la finition, après, vous pouvez, comme vous voulez, hein, vous pouvez un petit peu ajouter du composite Ouais, pour faire c'est la polychromie. quand on rentre dans ce monde laboratoire, bah, c'est ce que vous faites les trois tout le temps, c'est qu'on découvre des matériaux et on se rend compte, tu vois, par exemple, le composite rose, je savais même pas que ça existait. Et en fait, on découvre des produits, là, c'est de la marque Brédan, et on peut faire de la fausse gencive, du maquillage, des fausses papilles palatines. Et il y a une infinité de produits qui existent vraiment magnifiques. Et là, c'était un patient qui voulait juste un sourire avec des dents plus longues et plus blanches. Et vous voyez que donc, on est parti de deux disques différents et on a pu lui faire son résultat comme ça. Mais on a aussi des matériaux flexibles qui vont vous permettre justement d'usiner vos petits balles plast, donc passer au niveau des contre-défoulis. Ouais, Ça va ça pas c'est casser vos crochets, quoi. ouais, c'est des matériaux qu'on attendait depuis longtemps. C'est de l'usinage sur des disques flexibles. Et donc, on peut faire maintenant des petits appareils qui rentrent pour faire de la rétention. On peut aussi usiner dans du plat. C'est vrai que c'est assez pratique pour faire les clés de validation pour tester la passivité. Ouais. Donc, Oui, on a très... souvent le sujet qui revient, je vois sur les réseaux, sur les clés de validation. Et nous, on aime bien ne pas sortir du flux numérique de A à Z. Un modèle et de faire une clé sur un modèle imprimé avec des analogues, ça va créer plus d'imprécision qu'autre chose. Donc voilà, là, on a quelque chose qui est sorti de design, qui est usiné, et on va le faire valider en bouche. On peut aussi usiner dans du métal, chose que moi je fais pas parce que je suis pas équipée pour, mais les centres d'usinage ils peuvent complètement faire ça avec leur grosse Oui, machine. il y a des disques de chrome cobalt, de titane, donc il y a les barres peuvent être aussi usinées. Et on verra que ça peut être aussi imprimé. Et donc voilà le four à maquillage. Le four à maquillage, une fois que vous avez maquillé, vous passez au four. Justement, avec ce four-là, vous pouvez faire la cristallisation. Je vais vous parler un peu donc d'usinage, mais alors
côté pratique, vraiment comment je fais chez moi. Alors, d'abord, je vais me présenter. Donc, je suis le docteur Bekaoui Mohamed. Je suis installé à Dijon. Je suis diplômé donc, de la faculté de Lyon depuis 2005. Et donc, ma pratique, c'est surtout de l'omnipratique avec du orientation implanto et réhabilitation globale. Donc, moi, mon premier usinage, c'était un CEREC, et donc, que j'avais acheté en 2016. Et après, j'ai poussé le bouchon un peu plus loin. Alors, en fait, là, moi, je vais vous expliquer vraiment comment je fais au cabinet, ce que je fais chez moi réellement. Donc, effectivement, comme a disait Nilou tout à l'heure, moi, je fais donc de l'usinage sec et de l'usinage humide. Et donc, on a le même setup à peu près avec Olivier. Ce que j'usine, moi, donc, au cabinet, donc, en usinage sec, j'usine de la zircone, du PMMA et de temps en temps de la fibre de verre pour les inlécors. Et en humide, donc, j'usine le silicate de lithium, donc IMAX par exemple, de l'impresse multi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, c'est de la feldspathique renforcée à la leucite et des blocs de composite. Ça, en général, je l'ai fait au CEREC. C'est pour les onlets immédiats en chairside. Alors, donc, moi, je travaille vraiment en full digital workflow complet de A à Z. Et donc moi, la première étape, c'est l'acquisition des données, radio, photo, scan des arcades, Mojo et FaceScan. Après, donc, je balance tout ça à Olivier et à Design for Me. Ils me matchent tout et comme on voit sur la vidéo, ils me font les wax-up en fonction donc, du visage, des lignes esthétiques. Et d'ailleurs, ils font ça rapidement, je tiens à le dire. Et c'est efficace. Ouais. Parce que c'est toi. Et donc, l'étape d'après, donc moi, une fois que j'ai envoyé à Design for Me et que j'ai tout validé, on passe donc à l'étape de fabrication. Et donc, la fabrication, en général, c'est l'usinage. Et comme disait Olivier, il y a aussi l'impression 3D, mais là, on va parler que d'usinage. Euh, Juste une petite aparté, ça m'arrive de designer moi-même, mais en fait, je trouve que c'est ce qui prend le plus de temps. Faire une couronne unitaire, c'est facile, il n'y a pas de problème. S'amuser à designer un sourire et tout, ça prend énormément de temps. Et, parce qu'on me pose souvent la question en fait du temps que ça prend en fait de fabriquer soi-même et ce que je disais c'est que ce que je dis habituellement c'est qu'en fait l'usinage c'est un temps mort en fait. C'est pas un temps qui est pendant que ça usine, moi je travaille. Je lance un bridge complet la nuit, je reviens le lendemain matin, voilà, je le trouve usiné. Ce qui prend du temps, c'est le design. Et donc c'est pour ça que j'envoie ça à Design for Me parce que voilà, c'est vraiment ce qui prend du temps. Et donc une fois que je reçois les fichiers des différentes couronnes et des différents bridges, donc on fait ce qu'on appelle le nesting. Et donc le nesting, c'est ce qu'expliquait tout à l'heure Nilou et Olivier. En fait, donc le nesting, c'est quand on place l'élément prothétique virtuel dans son disque. Et donc comme c'est marqué, voilà, ça permet d'optimiser et d'organiser les différentes prothèses dans le bloc de matériaux. Et donc je vais vous faire une petite vidéo avec un exemple de nesting pour donc une couronne sur un plan unitaire dans 24. Donc là, on a utilisé le logiciel Millbox, c'est le logiciel de nesting. Et le temps réel pour faire le nesting était de 2 minutes 45, mais je vous ai épargné les 2 minutes. Donc, on voit là, donc on sélectionne ma zircone, le disque, on importe le STL. Alors là, bizarrement, ça m'a pas marqué, mais donc on importe le STL. Le STL est importé dans le disque, et en fait, il me demande de choisir donc la dimension du disque. Donc là, en fait, c'est un disque de 18, et vous allez voir, donc ça va apparaître. Et donc, je vais réutiliser un disque où j'avais déjà usiné des couronnes, en fait. Et voilà, donc on voit les anciennes couronnes qui ont été usinées ici. Et donc là, je place la dent. Et donc, on peut modifier et placer la dent où on veut. Et c'est pareil pour les attaches, on peut les changer. Quand tu parlais de 18 tout à l'heure, tu parlais de l'épaisseur du De disque. l'épaisseur du disque, exactement, parce qu'il y a des épaisseurs de 12, de 14, de 18. Et donc, en fonction donc, de la hauteur, en fait, c'est important de choisir la bonne dimension. Imagine que tu as donc une incisive qui fait 14 mm. Et ben, il vaut mieux prendre un disque de 14 parce que comme le disque est dégradé, en fait, il faut respecter la dimension, c'est mieux. Parce que si tu prends une dent de 14 mm mais que tu mets ça sur un disque de 20,
ça se trouve, tu vas usiner que dans de la dentine. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux ajuster le disque à la bonne taille. Ouais, tout à fait. Donc, il y a un placement en plus qui se fait dans le nesting C'est pour ça, choisir si tu veux plus ou moins translucide. exactement. Et donc là, au bout de 20 minutes, la couronne est usinée. Donc, on la sort du truc, on enlève la poussière. Et donc là, je vais après au labo, donc je vais couper les tiges. Voilà. Donc, on coupe les tiges de zircone. Donc, moi, je les coupe pas d'un coup, voilà, je les fais tomber. Donc, j'utilise une fraise en céramique, en fait. C'est une fraise en céramique pas mal, que j'aime bien. Donc, je l'utilise voilà, pour enlever ce qui dépasse. Donc, ce qui est important aussi, et j'ai oublié de le préciser, c'est que quand on fait le nesting, là, on voit la précision de l'usinage. Donc là, on voit le channel screw. Donc là, on va coller le futur T-base. Donc oui, ce que je vous disais, c'est qu'au niveau des attaches, c'est important de les placer, d'éviter les points de contact. Parce que si tu t'amuses à mettre une attache dans un point de contact et que tu coupes ton attache et que tu t'amuses après à fraiser, tout ce que tu as designé avant, ça risque d'être faux. Donc, il faut toujours placer les attaches à des endroits stratégiques. Donc, une fois qu'on a usiné, donc on voit donc, ce qu'expliquait Olivier tout à l'heure, c'est que donc, la zircone, elle est sous forme de craie. Donc, elle est ce qu'on appelle en stade de green zirconia, donc cru, zircone cru. Et pareil, donc Polymax, tout à l'heure, Nilo a dit, donc le bloc est violet au départ. Et donc, la première étape, c'est de faire une cuisson, en fait. Donc, la zircone, ça s'appelle la sintérisation. Donc, on passe ça au four. Et ce qu'on voit là, ici, donc, à droite en blanc, donc la zircone crue, et à droite, après sintérisation. Et donc, sur la diapo de droite, une couronne IMAX après usinage, donc, qui est toute violette, et une autre qui est la couronne à côté, qui a été donc cristallisée, qui n'est pas encore maquillée, mais qui est juste cristallisée. Par contre, on a fait le shaping. Alors, le shaping, c'est l'état de surface, c'est traité l'état de surface, mais je vais vous montrer ça après. Voilà, tiens, voilà. Donc, pour la zircone, l'état de surface, moi, j'aime bien le faire au stade de zirconia, de green zirconia. Je trouve que c'est plus facile comme c'est de la craie. En fait, tu rayes ça très facilement. Tu fais tes petites périchimaties, voilà. Et au niveau de l'IMAX, c'est un peu plus dur à traiter. Et, mais ça se fait donc au stade. Moi, j'aime bien le faire pareil au stade de cristallisation. Alors là, il n'est pas très violet, mais parce que c'était un bloc bleach. Donc, ils ne sont pas très violets. C'est du BL2, ça. Et donc, ouais, on trace les lignes de transition qui nous permet d'avoir un meilleur rendu. Voilà, tiens, ça, c'est l'état de surface. Donc là, j'ai une petite. Ça marche pas. Bon. En gros, c'est une petite pointe où je vais fraiser. On utilise des fraises pour donc créer des micro-rayures en fait. Et c'est ce qui va donner la surface. Idem pour l'IMAX. On travaille ça à la fraise. Tu le travailles avant cristallisation? Je préfère, ouais. Parce D'accord. que je trouve qu'on voit mieux les rayures et une fois que c'est cristallisé, moi je vois moins bien. D'ailleurs, je précise, en général, au cabinet, l'usinage, c'est moi. Et en fait, j'ai une collaboratrice qui est le docteur Farandon. Et c'est elle, en général, qui me fait la finition, le maquillage. Alors, je sais faire aussi, mais c'est elle, elle aime ça. Donc, je lui laisse son petit plaisir. Euh, et donc, une fois cristallisé et une fois sintérisé, donc moi, au cabinet, j'utilise le Mio. Je trouve que c'est le maquillant le plus pratique. En fait, ce que tu déposes comme couleur, c'est ce que tu vas avoir comme résultat après. Et donc, on utilise des petits pinceaux, en fait. On passe plusieurs colorants. On place des petites couches, donc de la glasure qui donne l'aspect brillant. On va jaunir un peu le collet, mettre des translucides au niveau du bord libre. Donc, mais de toute façon, Christian Moussali, je pense qu'il va en parler mieux que moi. Pareil, hein, on peut donc créer des sillons, mettant donc des colorants à l'intérieur. Une fois maquillé, et ben voilà, un exemple donc de fait avec Design for Me. Et donc pareil, donc le full digital workflow. Donc on avait fait un Mojo avant, un face scan. Et donc j'envoie le design à Design for Me, ils me font le design. J'imprime mon modèle en 3D. Là, j'ai fait toute une réhabilitation complète en IMAX. Et j'ai même usiné donc, un inlay core en fibre de verre, là, ce qu'on voit ici à droite. Et voilà, donc maquillé au Mio. Donc le résultat n'est pas trop mal là, pour un dentiste, je trouve.
En fait, quand tu as commencé à goûter à poser ce que tu as fabriqué toi, tu as vu, c'est quelque chose de magique, hein. C'est ça. Voilà, donc là, on voit le docteur Farandon là, qui passe donc les maquillants. Donc là, on voit, elle va appliquer un petit colorant là, pour créer le sillon. Donc en général, on utilise une petite lime d'endo. C'est une petite astuce, on utilise une lime d'endo pour appliquer le colorant en très fine couche. Et ça nous permet voilà, de créer un sillon. Voilà, donc après ça, c'était bon. Et voilà, donc typiquement, je reçois le design de Design for Me, donc là, match avec des photos. Je mets en fabrication. Et donc, à gauche, donc, on voit les couronnes donc, en stade non cristallisé. Donc là, c'est un mélange de zircone et d'IMAX. Donc, zircone en postérieur parce qu'il y avait un bridge. Et voilà, le résultat après maquillage. Et donc, un petit cas clinique, justement. Pour moi, l'intérêt de l'usinage, d'avoir l'usinage au cabinet, c'est ça. En fait, ce qu'il disait tout à l'heure, Olivier, c'est que la mode, c'est les guides à étage. Et ben, en fait, moi, je déteste. M'amuser à rebaser le puits du bridge et tout, ça me prend la tête. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je fais mon wax-up, je fais tout ce qu'il faut, je prépare tout avant. Donc là, on voit, donc j'extrais les dents, je pose mes implants et juste après la chirurgie, je scanne immédiatement. Et donc, l'avantage de la réactivité de Design for Me, c'est que je renvoie donc le STL directement à Design for Me et en 2 heures, soit en moins de 2 heures, ils me sortent le bridge. Donc voilà, on voit, c'est un bridge Powerball Screw. Et donc, tu vois, donc voilà, donc je reçois le STL, je mets à usiner tout de suite. Là, pour un full arch comme ça, PMMA, il faut compter 3 heures. J'aime bien aussi imprimer un bridge immédiatement parce que l'impression est plus rapide que l'usinage. Mais je trouve que le PMMA est beaucoup plus résistant en mise en charge immédiate. J'ai jamais eu de fracture de bridge PMMA alors que j'ai eu des fractures de bridge imprimé. Euh, mais j'aime bien imprimer un deuxième jeu parce que si l'usinage foire, t'es mal. Et voilà donc le bridge usiné en PMMA. Alors là, j'ai même pas maquillé, hein, j'ai juste polissage mécanique. Et donc le bridge est posé directement sur les implants. Donc 3 heures. Alors, pour reparler juste Vas-y. de Powerball, quand tu parlais, c'est en fait une technique qui nous permet de mettre une vis sans embase. C'est pour ça qu'on voit que là, tu vas être en direct multi-unit C'est ça. et ça te permet justement d'avoir une résistance du matériau qu'on n'avait pas avant avec les vis normales qu'on mettait en direct multi-unit, mais qui n'étaient pas prévues pour être mises sans embase. C'est En ça. fait, ça forçait sur le matériau et ça cassait souvent, moi, je remarquais. La principale erreur, en fait, c'est que quand tu colles des embases, bah, tu as un risque d'erreur, en fait. Hum. C'est là où ça peut casser. Très souvent, quand un bridge zirconie casse, il casse au niveau de l'embase. Alors que quand tu es en direct zircone, tu n'as pas ce souci. L'avantage de ce que tu dis de prendre l'empreinte en post-op et d'avoir l'usineuse, c'est que tu peux avoir un truc, tu n'as aucune adaptation à faire en bouche. Rien. Ça Ouais, dure 5 minutes à visser. voilà, c'est ça. Vraiment, c'est 5 minutes chrono réellement, quoi. Voilà. Et donc, la pose, tu vois, j'ai rien à rebaser, j'ai pas de tige à couper, ça m'emmerde, moi, ça. Je préfère visser en 5 minutes et c'est tout bon. En fait, pour toi, d'usiner, d'avoir cette usineuse, ça a vraiment changé ton exercice. Et oui, en fait, c'est là où j'ai upgradé en fait, la machine. Tu as les cas qui vont avec, hein. Ouais. C'est-à-dire que comme par hasard, bah, là, j'ai plein de full arch maintenant. Et c'est un régal. C'est un régal. Là, tu usines et puis voilà. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, ça, l'outil va créer le besoin et les patients, les cas vont venir avec. C'est C'est marrant. ça. Et d'ailleurs, ça fait un bon tremplin avec Christian. Que tu te verrais aujourd'hui ne plus produire au cabinet? Non, 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 je pense qu'une fois qu'on a fait le pas dans le numérique et dans la possibilité de produire nos pièces, on revient pas en arrière. C'est pas possible. C'est pas possible parce que c'est un vrai confort de travail. C'est un vrai plus. C'est-à-dire que c'est un confort. C'est fou, hein. Le numérique, c'est à ma connaissance le seul outil, la CFAO Direct, c'est le seul outil qui bénéficie autant aux praticiens, à l'équipe soignante qu'aux patients. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de proposer des soins qu'on ne pouvait pas proposer avant et tout le monde est gagnant dans l'affaire. Et ça, je crois qu'il n'y a que la CFAO et le numérique qui permettent de dire ça, des avancements technologiques qu'on a eu dans notre profession, quoi. Parce que il y a beaucoup de gens qui parlent de l'économie qu'on ferait de laboratoire, alors que c'est pas du tout une histoire financière,
C'est Non. de se sentir libre de faire ce que tu veux quand tu veux. Je sais C'est pas un si tu penses service. ça aussi, Mohamed. Ouais. Non, non, Ouais, je pense qu'il ne faut pas du tout voir la CFAO et la CFAO Direct ou Chairside, comme on l'appelle, comme une compétition avec les laboratoires. Bien au contraire, je continue toujours à travailler avec des laboratoires et des laboratoires que tu connais très bien, Olivier, pour des travaux de grande étendue, pour des travaux plus complexes. Mais il y a des soins que j'aime bien faire. Et c'est vrai, comme tu l'as dit, qu'avec l'expérience que j'ai maintenant, parce que moi j'ai démarré la CFAO en 2002, donc je commence à avoir un petit peu de bouteille, c'est vrai qu'avec l'expérience, bah, je me lance dans des restaurations un peu plus complexes, un peu plus avancées. J'ai appris aussi de nos amis prothésistes des techniques et j'ai beaucoup appris en les regardant travailler. Et c'est vrai que c'est ce que j'appelle un vrai service rendu aux patients sur des questions de délai, sur des questions de rapidité d'exécution, pour certains patients, sur des questions de disponibilité, tout simplement. ok. Donc, c'est vraiment des vrais atouts, quoi. Ok. Merci Mohamed pour ton intervention, hein. Tu restes Je t'en avec prie, nous. bien sûr. Bah, écoute, Olivier, oui, mais tu m'avais demandé de parler de ce qu'on peut appeler le post-traitement des restaurations, c'est-à-dire en fait ce qui se passe une fois que la restauration est usinée. Donc la restauration va être conçue soit par le praticien, soit par l'intermédiaire de Design for Me qui va faire la conception pour moi, ce qui va me faire gagner du temps et me permettre éventuellement de me concentrer à autre chose. Et puis, une fois que je récupère les fichiers et que je lance l'usinage, ben, on va se retrouver avec une pièce brute d'usinage. Et là, on va pouvoir parler d'éventuellement un post-traitement pour ces restaurations. Et en fin de compte, la question, c'est quelle finition adopter en fonction et du contexte clinique et bien sûr du matériau restaurateur qui aura été choisi. En fonction des matériaux restaurateurs, essentiellement, ce qu'on va utiliser dans notre pratique, en tout cas ce que nous, on utilise dans notre cabinet, c'est soit du PMMA, soit du composite, soit de la céramique. Et ça a déjà été dit aujourd'hui, plusieurs familles de céramique existent. Celles qui sont entièrement cristallisées, alors on a parlé de feldspathik à base de leucite comme l'Empress, on peut parler aussi de feldspathik pur, on peut parler de céramique, vitrocéramique à base de disilicate de lithium qui soit déjà cristallisé quand on l'utilise, soit pré-cristallisé comme pour l'IMAX. Et puis, bien sûr, de la zircone, tout ça a déjà été cité aujourd'hui. Alors, le PMMA, c'est un matériau qui, de par sa configuration, est entièrement polymérisé quand on l'utilise, donc avec des hautes performances, et qui va être particulièrement intéressant dans notre pratique pour tout ce qui est mock-up et couronne et bridge provisoire. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que ça sort d'usinage, il faut le séparer du bloc ou le séparer du disque. Et là, pour séparer les tiges d'usinage, moi, je recommande l'utilisation soit d'instruments diamantés, soit encore mieux de ces instruments en zircone parce qu'on ne va pas avoir d'échauffement de l'instrument, donc on n'aura pas le matériau PMMA qui va risquer de fondre et de venir bourrer les diamants. Donc moi, je vous recommande plutôt ces instruments un petit peu en matériaux céramiques qui sont intéressants. Et puis ensuite bien sûr, pour enlever ce qui reste de tiges d'usinage, un simple disque abrasif de type Soflex est tout à fait indiqué comme on le voit sur ces images. Le polissage du PMMA est très très simple. Je vous rappelle que c'est un matériau qui est particulièrement tendre, donc je vous recommande d'utiliser plutôt des polissoirs qui sont dédiés au monde du composite et surtout de ne pas exercer de pression. Et puis ces petites roues à polir qui sont dans différents matériaux vont permettre d'obtenir un effet de surface brillant très rapidement, surtout sur le PMMA quand il est utilisé avec des fraises en carbure de tungstène. Et on arrive rapidement à avoir un état de surface plus que satisfaisant avec le PMMA. Alors l'autre option, et elle est particulièrement intéressante lorsqu'on va être sur des bridges provisoires de durée un peu plus importante, dans le secteur antérieur, comme on le voit ici avec un mock-up antérieur, l'autre option, c'est de sabler la surface du PMMA et d'utiliser ces maquillants photopolymérisables comme l'OptiGlaze Color qui permettent de donner un rendu très satisfaisant et surtout d'obtenir un effet de surface parfaitement brillant très rapidement, beaucoup plus rapidement en tout cas, que ce qu'on pourrait obtenir par polissage pour des restaurations de grande étendue. Ici, vous voyez un mock-up antérieur avec quelques petites étapes et puis le rendu après maquillage et glaçage avec ces matériaux photopolymérisables. Donc là, on a un côté intéressant en termes de finition parce qu'on gagne du temps avec ces matériaux qui sont rapides à utiliser et qui donnent vraiment un rendu très, très simple.
Après, pour les composites usinables, eh bien là aussi, on est sur des matériaux qui sont intéressants par leur performance mécanique, qui sont particulièrement intéressants pour tout ce qui est inlay, onlay, overlay, tabletop, les facettes palatines, puisqu'on avait décrit avec M-School une technique de réalisation de facettes palatines par CFE direct. Et puis aussi, dans certains cas, des restaurations de provisoires longue durée, comme on peut l'appeler. Je pense en particulier aux temporisations qui sont mises en place en attendant des ostéo-intégrations, des cicatrisations chirurgicales. Et là, c'est intéressant d'utiliser des composites usinables. Alors, encore une fois, l'élimination de la tige d'usinage, ce que je vous recommande très très vivement, c'est de ne pas prendre le bloc et d'essayer de casser la restauration. C'est une grave erreur. Vous imaginez ici pour le tabletop, si on joue à ça, ben, on va risquer d'avoir une fracture. C'est très tentant hein, parce que ce sont souvent nos assistantes qui sortent la restauration de l'usineuse et puis pour vouloir nous rendre service, hop, elles vont le séparer, nous donner juste la restauration, sauf que bah, sur le bloc, il reste un bout de la restauration. On est obligé de tout recommencer. Donc surtout, ne le faites pas. Utilisez des instruments sécants. Alors, certains utilisent la fraise sur leur turbine. Bon, ça peut être utilisé, mais moi, je préfère utiliser des instruments qui sont vraiment destinés à ça. Donc, vous avez des petits disques à fractionner, des petits disques à séparer. Vous avez des disques diamantés qui permettent d'éliminer ça. Il faut le couper délicatement, sans échauffer, qu'il s'agisse de composite ou de céramique d'ailleurs. Hein, il ne faut pas dégager de la chaleur. Et puis après, vous allez pouvoir, encore une fois, avec des disques abrasifs, polir ce qui reste d'ergot pour avoir un état de surface lisse. Ça a déjà été dit aujourd'hui, Mohamed, tu l'as dit, évitez bien entendu de positionner la tige dans les faces proximales à chaque fois que c'est possible pour ne pas avoir à ajuster le point de contact. C'est une règle d'or, bien entendu. Et puis, ces disques abrasifs de type Pop-On permettent vraiment de recréer un état de surface bombé, d'avoir vraiment une convexité des surfaces de contact. Et ensuite, les polissoirs à utiliser sans exercer de pression. J'aime bien ces spiral polishers, là, comme ils s'appellent, qui sont très intéressants et que je vous recommande, lorsque vous travaillez hors de la bouche, d'utiliser sans irrigation. On ne pense pas souvent à ça. Souvent, on irrigue hein, quand on polit nos restaurations, même en bouche. Et on oublie un petit détail. Alors, ça va te faire rire, Olivier, mais on oublie un petit détail, c'est que quand on a des pneus larges et qu'il pleut, ça glisse. Et ben, c'est la même chose quand vous polissez une restauration avec des polissoirs et que vous irriguez, donc vous mettez de l'eau, et ben, votre polissoir, il va faire de l'aquaplaning sur la restauration. Ça a été démontré, c'est pas une blague. Donc, vous avez une efficacité bien moindre du polissoir lorsqu'il y a de l'eau que lorsque vous l'utilisez à sec. Donc, il est recommandé d'utiliser les polissoirs à sec, sauf bien sûr quand c'est en bouche et que vous avez peur d'échauffer. Et à ce moment-là, il vaut mieux irriguer, en tout cas pour les gros grains, et travailler à sec pour les petits grains. Ça, c'est vraiment une règle qui est importante. Et bien entendu, ne pensez pas qu'il existe un polissoir universel qui va vous donner d'emblée le bon état de surface. Il faut savoir utiliser des grains décroissants pour polir vos restaurations, quelles qu'elles soient, qu'il s'agisse de composite ou qu'il s'agisse de céramique. Alors, pour les composites usinables, on a aussi la possibilité de les maquiller. Encore une fois, avec les mêmes maquillants photopolymérisables, l'état de surface va être là aussi sablé pour avoir une surface qui accroche bien, entre guillemets, les maquillants. Ce que je vous recommande de faire lorsque vous travaillez avec des matériaux de type composite usinable, c'est après sablage, de le placer dans une cuve à ultrasons, comme vous le voyez sur la droite de l'image. Cuve à ultrasons remplie d'eau, tout simplement pour décoller les petites particules d'alumine qui peuvent rester agglutinées à la surface du composite. Ça, c'est vraiment important. Le simple rinçage à l'eau ou la soufflette ne suffira pas. Et vous verrez, hein, si vous ne l'avez jamais fait, achetez-vous ces petites cuves à ultrasons que vous trouvez en vente par correspondance. Vous mettez de l'eau, vous mettez la restauration, vous appuyez sur le bouton et là, vous allez voir les particules d'alumine qui se détachent de la restauration. Et ça vous évitera, bien entendu, d'emprisonner ces particules d'alumine sous le maquillant. Voilà un type de restauration ici pour un tabletop qu'on peut obtenir. Alors, bien entendu, on est dans des secteurs postérieurs. On n'a pas besoin d'un maquillage qui soit très, très poussé. Mais comme on le voit ici pour ces restaurations qui ont peu de relief sur la face occlusale, c'est quand même intéressant d'accentuer visuellement ce relief en marquant un tout petit peu le sillon et en rajoutant de la glaçure. Et vous voyez que l'intégration esthétique est tout à fait satisfaisante.
Pour ce qui est des céramiques entièrement cristallisées, alors bien entendu, les indications, je vous les rappelle, mais vous les connaissez, hein, les inlays, onlays, overlays, les facettes, les couronnes dans le secteur antérieur. Eh bien là, on a l'avantage d'avoir un matériau qui, sorti d'usinage, a déjà la teinte finale. Et on va pouvoir, encore une fois, supprimer la tige d'usinage. Et là, je vais insister sur les matériaux. Il est important d'utiliser des matériaux qui soient vraiment spécifiques à la céramique. Vous avez sur le côté gauche ce disque à séparer, dont je pourrais éventuellement vous donner la référence chez Comet, qui est fabriqué dans un matériau qui ne va pas faire de marque brune là où vous allez couper avec le disque. Ce sont des disques spécifiques pour la céramique. Et puis sur le côté droit de l'image, vous voyez ces polissoirs, en tout cas ces instruments abrasifs qui sont en diamant avec un liant céramique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de silicone et ça va vous permettre d'éviter de polluer la surface de votre céramique par du silicone éventuellement. Et en particulier, c'est particulièrement désagréable si par la suite vous voulez maquiller les restaurations parce que votre surface étant polluée par un instrument abrasif à liant silicone, votre maquillante fixera beaucoup moins bien. Donc, je vous invite à utiliser ces instruments. Et en plus, ces instruments ont un gros avantage, c'est qu'ils vont s'abraser en même temps qu'ils abrasent la restauration. Donc, vous avez beaucoup moins d'échauffement et vous ne risquez pas de créer des micro-craques au niveau de la zone sur laquelle vous travaillez. Voilà ce que ça donne en vidéo, ici avec une vidéo qui avait été réalisée en partenariat avec la société GC. Vous voyez ces instruments, ici j'utilise une roue qui permet d'éliminer l'ergot. On travaille sur des grandes surfaces pour pouvoir vraiment rester tangentiel à la surface de la dent et garder cette concavité de la face vestibulaire. Et ici, pour une couronne, pareil, le même instrument, vous voyez, il ne fait pas de marque là où il agit, cet instrument-là, et c'est particulièrement intéressant pour séparer et pour éliminer le petit ergot qu'on peut avoir au niveau de la partie de cette tige donc d'usinage qui est mise en place. Vous pouvez même éventuellement, si vous le souhaitez, marquer un tout petit peu les sillons pour accentuer un petit peu le relief. Si vous souhaitez simplement polir ces céramiques entièrement cristallisées, je vous invite à utiliser des instruments qui sont destinés au monde de la céramique. Vous avez ici quelques exemples avec des formes variées. Encore une fois, ce qui est primordial, c'est vraiment de respecter des granulométries décroissantes. Ne pensez pas qu'avec un seul instrument, vous aurez un bel état de surface. C'est complètement une aberration. Il faut savoir utiliser du gros grain sans pression, comme vous voyez ici les instruments de couleur bleue. Du grain moyen, l'instrument de couleur rouge ici, et au final, le grain fin qui vous donnera ce rendu. Et ces instruments en forme de spirale, ici destinés aux pièces à main, donnent vraiment un état de surface particulièrement intéressant au niveau des faces occlusales. Voilà ce que ça donne en vidéo. Vous voyez le passage, on va tout de suite voir à l'écran l'état de surface qu'on arrive à obtenir avec ces instruments à polir, qui permettent vraiment dans un temps particulièrement rapide d'avoir un brillant miroir au niveau de la face. Ici, polissage des faces proximales. Alors, quand je travaille sur des restaurations partielles de type inlay onlay, je vais essentiellement polir le plus parfaitement possible les faces proximales parce que ce sont des faces qui ne seront plus accessibles en bouche après assemblage. Et sur les faces occlusales, je vais juste faire un pré-polissage avant collage et je polirai complètement après collage puisque l'élimination des excès, surtout sur les restaurations partielles, peut m'amener à donner des petites retouches. Et dans ce cas-là, je fais les retouches en bouche, toujours avec ces instruments à polir les restaurations. Pour le maquillage, eh bien, même remarque, vous avez retouché votre céramique avec des instruments, eh bien, vous placez la restauration dans une cuve à ultrasons pour éliminer toutes ces particules qui peuvent être créées par les petites retouches. Et vous allez appliquer les maquillants. Ici, vous voyez la première couche qui est une couche de glaçure, qui est appliquée en couche relativement épaisse pour vraiment venir donner cet effet brillant et tendu à la surface de la dent. Il faut faire attention, bien sûr, à l'appliquer partout sur la totalité de la restauration. Et puis, après avoir appliqué cette glaçure, on va pouvoir appliquer les maquillants, les colorants. Vous voyez que le geste est un geste un peu particulier. C'est pas accéléré, la vidéo, c'est juste qu'on essaie de tapoter parce que cette glaçure, elle est thixotropique et elle va s'étaler quand vous allez tapoter, avoir un petit peu d'énergie au moment de l'application. De la même façon, quand vous appliquez
les shades, les maquillants, vous voyez, vous tapotez pour déposer dessus. C'est pas le pinceau, c'est pas l'aquarelle qu'on a l'habitude de faire quand on fait du dessin. C'est vraiment en tapotant, vous allez plus ou moins appliquer des colorants. Ici, on va saturer un petit peu le collet de la dent. On va bien entendu marquer un petit peu les sillons également. Et puis, on va pouvoir ensuite appliquer les teintes un peu plus bleues pour le translucide et les choses comme ça. Voilà. Vous remarquerez d'ailleurs que pour rincer le pinceau, eh bien, je vais le rincer d'abord dans de l'eau, ensuite je le sèche et ensuite je le réimprègne de liquide de glaçure, hein. Il faut éviter de mettre de l'eau, mélanger de l'eau au maquillant, ça donne malheureusement de temps en temps des petites bulles et des effets de surface désagréables. Vous voyez ici, on va mettre un petit peu de bleu pour simuler un peu la translucidité au niveau de l'émail et donner, accentuer le relief de la restauration. C'est quelque chose qui est relativement simple. Vous voyez, la vidéo n'a pas été accélérée. C'est quelque chose qui va prendre 3-4 minutes. Ensuite, vous placez la restauration sur un support, vous mettez au four. Alors là, ça a été accéléré parce que le four, il met quand même pas mal de temps à cuire. Et donc, c'est juste pour vous montrer le process. On a une phase de déshydratation, puis une phase de cuisson de la restauration. Ça dure une dizaine, quinzaine de minutes. C'est pas très, très long. Et c'est vrai que pour les restaurations de type couronne, ça permet d'avoir un rendu esthétique bien supérieur à ce qu'on peut avoir par simple maquillage. Après, il faut quand même relativiser les choses. Dans un secteur postérieur, peu de gens arrivent vraiment à voir si le maquillage il est aussi fin, aussi détaillé que ça. J'aime bien dire, quand je fais des formations, je dis aux gens, bah, écoutez, ça fait plus d'une heure que je suis en train de parler devant vous. Est-ce que vous avez remarqué si ma dent, au fond, elle a un inlay, si l'inlay est maquillé ou pas maquillé? Non, honnêtement, lorsque vous êtes sur des restaurations partielles dans les secteurs postérieurs peu visibles, contentez-vous de simplement polir. C'est quand même plus rapide que le maquillage et c'est largement satisfaisant au niveau du résultat. Alors, dans le secteur antérieur, et ici, on va travailler sur des céramiques qui ont déjà un dégradé en termes de saturation et de translucidité, ici de l'Empress Multi, eh bien, on peut être amené à caractériser un petit peu plus que ce que peut faire la machine. Alors, je trace toujours au préalable les dessins des caractérisations que je veux faire et ensuite, avec des instruments diamantés sur pièce à main, je vais faire mes caractérisations. Comme vous voyez ici, on marque un petit peu les dépressions, les périchématies. Et puis là aussi, on va pouvoir appliquer les maquillants, la glaçure, les mêmes types de teintes. Ça va là aussi, encore une fois, passer au four et ça va nous permettre d'obtenir un résultat avec une intégration esthétique particulièrement satisfaisante. Ici, c'était le cas d'une jeune demoiselle qui était atteinte d'amélogénèse imparfaite et on lui avait refait entièrement le bloc, enfin l'ensemble des dents. Et ici, vous voyez le rendu sur un bloc antérieur avec un effet assez naturel au niveau des céramiques. Bien entendu, là, l'effet il est accentué par le fait qu'on utilise des céramiques qui ont déjà en elles-mêmes un dégradé en termes de teinte et de saturation. Alors, pour les céramiques partiellement cristallisées, et on parlait tout à l'heure de l'IMAX et de cette couleur bleu violacée, effectivement, là, on a l'obligation de maquiller nos restaurations, puisqu'on ne peut pas mettre du bleu ou du violet dans la bouche de nos patients. Indépendamment du côté esthétique, il y a le côté mécanique qui fait que le matériau ne sera pas suffisamment résistant. Même remarque, toujours pareil, élimination de la tige d'usinage avec des instruments spécifiques à la céramique. Et puis, eh bien, vous voyez, on va de la même façon appliquer les colorants sur notre céramique à l'état pré-cristallisé. Alors, c'est toujours un petit exercice parce que on a quand même quelque chose qui est bleu-violet et puis maquiller des teintes sur du bleu-violet, il faut un petit exercice au niveau du cerveau pour savoir ce qu'on fait, ne pas en mettre trop. Mettre du maquillant émail bleu sur du violet, ben, on ne le voit pas beaucoup, il y a un petit peu d'expérience à avoir, mais ça permet malgré tout d'avoir un rendu esthétique là aussi tout à fait satisfaisant. Et dans le cas toujours de notre même patiente qui souffrait d'amélogénèse imparfaite, eh bien, de lui restaurer les dents avec un rendu tout à fait naturel au niveau du rendu final. Pour ce qui est de la zircone, eh bien, pour la zircone, on va avoir là un travail un petit peu différent parce qu'on va travailler sur un matériau qui est blanc, qui est
un petit peu crayeux. L'élimination de la tige d'usinage, moi j'aime bien utiliser ces instruments qui sont eux aussi en zircone. Je trouve ça très pratique. Alors cet instrument-là a un tout petit inconvénient, c'est qu'il n'est pas dans un diamètre très très fin. Il est un tout petit peu large et pour éliminer la tige d'usinage, il faut aller taper un petit peu dans le bloc pour ne pas risquer d'abîmer la restauration. Mais on utilise ces instruments zircone pour ne pas venir polluer chimiquement le matériau. Vous remarquerez d'ailleurs que pour la zircone, je travaille obligatoirement avec des gants pour éviter justement que l'acidité qu'on a sur les doigts puisse venir contaminer la zircone. On va, avec des instruments un peu plus gros, finir d'éliminer l'ergot. Et puis, dans certains cas, si on veut être avec un rendu esthétique supérieur à celui qu'on peut obtenir par un simple polissage de la zircone, eh bien, on va pouvoir faire du cutback, c'est-à-dire stratifier légèrement de la zircone. Alors, on avait développé avec M-School un processus qu'on avait appelé le M-cutback, c'était un petit clin d'œil rigolo, où en fait, eh bien, on va numériquement, et ça, je sais que vous le faites avec Design for Me, on va numériquement créer des dépressions là où va venir se stratifier la céramique, en prenant soin, bien sûr, de ne pas modifier la forme globale. Donc, on va garder les faces proximales, on va garder la position du bord libre, on va juste créer ces petites dépressions. Et dans ces dépressions, comme vous le voyez ici sur cette image, dans ces dépressions, on va pouvoir venir, après bien entendu, frittage de la zircone dans un premier temps. Dans ces dépressions, on va pouvoir venir stratifier une simple couche de masse émail. On ne va pas faire de la stratification, on va juste mettre une couche de masse émail qui va donner ce relief et cette profondeur à notre restauration et qui va nous permettre d'avoir une restauration qui, avec un tout petit maquillage, donne un rendu esthétique supérieur à celui qu'on pourrait obtenir avec un simple polissage de la restauration. Voilà ce que ça donne. On voit en vue tangentielle comme ça, on voit que le bord libre, il y a cette stratification et cette translucidité augmentée qu'on peut obtenir. Et ce qui est sympa, c'est qu'en plus, radiologiquement, c'est tout à fait visible qu'il y a une stratification. Donc, si un jour on nous demande de prouver qu'il s'agit bien d'une zircone stratifiée, radiologiquement, c'est tout à fait possible de prouver qu'il y a deux matériaux différents qui ont été appliqués sur la restauration. Et voilà ce que ça donne en bouche en termes de résultats esthétiques.